Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur les syndromes coronariens aigus ST-. Probablement l'une des entités de cardiopathie ischémique les plus complexes, les plus hétérogènes et les plus riches en termes de diagnostic. Alors pour ce faire, je ne vais pas vous présenter les membres du GRCI que vous connaissez par cœur, que vous côtoyez depuis 48 heures au moins. Et je vais vous présenter par contre les prestigieux invités qu'on a pour décliner cette session avec Johan Sylvain de la Pitié. Nous avons Ziad Bouheri qui est maintenant à Marseille. On a Thomas Cuisset qui est aussi à Marseille. Frédéric Buisset qui est à Toulouse. Et on a un invité prestigieux qu'on ne présente pas, mais je vais le faire quand même. C'est un plaisir. Monsieur Patrick Serruis, qui est une des figures de la cardiologie et de la cardiologie interventionnelle. Donc, comment va se dérouler cette session ? C'est une session PCR, donc ça fait 4 ans qu'on a initié ça au GRCI, en partenariat avec le PCR, qui nous a beaucoup façonné avec Jacques. On a beaucoup travaillé avec eux. Et cette notion de fil rouge avec un cas clinique qui va nous permettre de visiter toute cette complexité de la cardiopathie ischémique des SCA non ST+. Et sans plus attendre, eh bien, on va commencer, Jacques. Allez, c'est parti. Merci, Hakim. Donc, cette session va s'articuler sur un cas clinique, comme l'a dit Hakim, avec une première partie qui sera la prise en charge initiale sous la forme d'un PowerPoint, et une deuxième partie où, effectivement, on ira poursuivre la revascularisation de ce patient via un LIAB. Alors, notre patient du jour, c'est un patient de 77 ans. Vous voyez qu'il est frelty parce qu'il mesure 1m64, il pèse que 44 kg avec un BMI qui est faible. Ce sera important dans l'analyse de notre patient. C'est un malade qui a comme facteur de risque une coronaropathie familiale, une HTA, qui est agriculteur retraité, actif, et qui présente une douleur thoracique inaugurale assez typique à 4 heures du matin, pour laquelle il va y avoir un délai de prise en charge, parce que c'est partie des gens qui sont issus du cru du fin fond des Alpes. Là, ils sont très durs à cuire, ils ne viennent que quand vraiment ça ne va plus. Et malheureusement, il ne va pas appeler le 15, mais il va se rendre directement au service des urgences. Et lorsqu'il arrive, il a toujours un fond douloureux, il a une dynamique qui est stable, il a cet électrocardiogramme qui n'est pas très joli, vous l'avouerez. Je n'ai pas d'électro de référence, il y a ce gros bloc de branche gauche, un triplet supra ou ventriculaire. Et malgré tout, l'hémodynamique est conservée. La première écho montre une dysfonction ventriculaire gauche, avec une franche dyskinésie, mais qui est liée probablement au bloc gauche, mais surtout, il y a une hypokinésie antérolatérale. Et la première troponine est à 45 000, donc déjà très élevée, une clairance de la créate qui est à 51, donc une altération modérée de la fonction ventriculaire gauche, et puis une petite anémie. Et voilà sa choro qui est faite dans la foulée. Le patient présente une coronaire droite normale. On voit que sur l'incidence épicraniale, vous avez une lésion très serrée sur la diagonale que je vais prendre pour la culprite lésion, vu l'importance du territoire de cette grosse branche diagonale. Et puis une lésion associée sur l'IVA proximale qui couvre l'ostium de cette diagonale, ainsi qu'une lésion sur l'IVA moyenne, lésion un petit peu longue. Donc ce patient, on décide effectivement de l'épariner avec 70 unités kilo. On part sur une stratégie de revascularisation, l'aspirine, il a déjà reçu au SAU. Et sur table, je lui donne 60 mg du prasugrel. Pourquoi le prasu ? Parce que le patient n'a plus de dents, donc je ne peux pas lui donner du Tika, qui était quand même ma première initiative. Il n'a pas de dents, donc il ne peut pas croquer le Tika. Et je décide effectivement de le revasculariser sur cette diagonale. Alors, on va demander l'avis du panel concernant justement cette première prise en charge médicamenteuse. Et je vais demander à Johan, qu'en est-il du fait de donner du prasu comme ça pour un non-ST+? Que nous disent les recommandations ? Clairement, je vais vous montrer dans le topo juste après, mais indépendamment des recommandations, moi ma stratégie elle est simple, il n'y a pas de pré-traitement sans voir l'anatomie coronaire dans un NSTEMI. Donc c'est très simple comme réponse, on ne donne rien, on regarde d'abord, on choisit la stratégie et on donne. Après, voilà, c'est assez simple sur les datas, je vais vous les montrer. Donc il y a des exceptions. On peut
peut faire. Donc, on peut commencer par ça. Il y a des exceptions, mais si on reste dans le NSTEMI, le NST-SIS, les données sont assez claires. Et après, on peut faire les choix de molécules, on va en discuter. Donc du coup, j'enchaîne sur la question. Quelle précharge dans le NSTEMI? L'enseignement des études. Alors, pourquoi? Je vous ai donné ma réponse tout de suite. Moi, il n'y a pas de pré-traitement dans le NSTEMI dans mon service. Et pourquoi? Parce que même si on était, nous, des grands défendeurs de la dose de charge, du preloading, dans l'angioplastie élective, on a fait des études randomisées qui ont montré l'inverse de ce qu'on pensait. Et donc, il faut parfois balancer la croyance avec la science. Et pourquoi ça ne marche pas de faire des attitudes systématiques? C'est parce que le NST-SIS, le NSTEMI, c'est un groupe hétérogène de patients. Et donc, le bénéfice du pré-traitement, il ne peut pas marcher chez tout le monde. Pourquoi? Parce que si vous prenez sur des grands registres américains ou canadiens, tous les patients qui ont un NST-SIS, un NSTEMI, il y a des gens qui ne vont pas avoir d'angiographie, pas d'angioplastie, qui vont être traités médicalement pour des raisons de fragilité, de contexte. Donc ça fait quand même 35% des gens. Il y a 20% des gens qui vont avoir une angiographie, mais qui ne vont pas avoir d'angioplastie parce que c'est des petites lésions, donc qui ne vont pas avoir de stent. Il y a des gens qui vont aller au pontage, 10%. Et il y a 35% des gens qui vont aller à l'angioplastie. Donc, trouver une stratégie avec un médicament qui va donner le même bénéfice pour toutes ces différentes stratégies, c'est pas possible. Donc, il faut d'abord décider sa stratégie avant de voir. Et quand on prend ensuite que les gens qui ont eu la stratégie invasive, les chiffres restent à peu près, montent à 55% sur l'angioplastie. Donc voilà, donc c'est hétérogène, donc c'est pas du STEMI. Le STEMI c'est très simple, c'est très hétérogène. Le NSTEMI c'est très hétérogène. Et donc du coup, voilà, on ne peut pas avoir la même stratégie. Après, on a fait des études randomisées, on a fait des analyses de toutes les études méta-analyses, des méta-analyses de Anne Bellemin qui était parue dans le JAMA quand elle était chez nous. Et donc, pré-traité avec du clopidogrel. À l'époque, on n'avait que du clopidogrel. En pratique, il n'y avait pas de bénéfice. Dans le STEMI, oui. Dans le NSTEMI, il n'y avait pas de bénéfice. Et il y avait des signaux en faveur d'une augmentation des hémorragies. On a fait une étude randomisée avec le groupe Action, qui était la seule étude de pré-traitement dans le NSTEMI. Ça s'appelait ECOAST. Il y avait 3500 patients et on y croyait dur comme fer. On a fait un critère primaire, on ne peut pas faire plus large en faveur du pré-traitement. Et c'était du NSTEMI, 3 fois la tropo. On est sûr et certain que c'est du NSTEMI. On est presque sûr qu'il va y avoir des stents. Et on pensait que les pré-traités, ça allait empêcher que ça se transforme en infarctus. En fait, ça ne se transforme pas en infarctus quand ils sont dans les soins intensifs, ou en tout cas, ils ne se transforment plus. Et donc, il n'y a aucun bénéfice, vous voyez, sur le pré-traitement, sur un critère très très large, encore une fois, un critère primaire très large. Aucun bénéfice de pré-traiter avec du prasugrel par rapport à donner le médicament une fois qu'on a vu l'anatomie. Et par contre, vous connaissez cette étude, il y a un doublement des hémorragies majeures. Donc, il y a clairement une stratégie qui est néfaste. Donc on ne pré-traite pas avec du prasugrel, pas de bénéfice de traiter avec du clopidogrel. Si on combinait deux données, on avait vu ça dans le BMJ, c'était une méta-analyse des données randomisées, pas de bénéfice sur le décès, pas de bénéfice sur les MACE, un trend très fort sur l'augmentation des hémorragies, donc globalement pas de bénéfice et attention à un signal de sécurité. Si vous prenez le ticagrelor qui est un peu à part parce qu'il n'avait pas fait une étude de pré-traitement, c'était pour tout le monde, quelle que soit la stratégie. Il y a tout de même le sous-groupe des 11 000 patients NST-SIS, donc NSTEMI, dont la moitié était traitée médicalement, l'autre moitié avec des angioplasties. Et si vous prenez cette étude, qui est plus une étude de long terme, un peu ancienne, on a un décès, une diminution des événements, mais vous voyez, c'est pas tout de suite, c'est au fur et à mesure, au prix d'une augmentation des hémorragies. Donc avec un signal dans la mortalité, mais globalement, le ticagrelor, probablement qu'on est loin d'une stratégie de pré-traitement avec. Mais on va en parler, c'est une des rares études qui ne peut pas répondre exactement à cette question. On a eu la question du timing du pré-traitement dans un cause. On nous a dit mais c'est parce que vous donnez le pré-traitement trop tôt ou trop tard. Donc on a regardé les quartiles, les 4000 patients, on a publié ça dans le JAC et globalement non seulement il n'y avait pas de bénéfice, quel que soit le timing, que vous donniez sur table juste avant de voir les anatomies coronaires ou 12 heures avant, il n'y a pas de bénéfice et voire même le signal était plutôt en défaveur du pré-traitement quand les patients étaient traités directement avant l'angioplastie.
Si vous comparez deux molécules, prasugrel, ticagrelor, il y a une très belle étude allemande, Isariaxa 5, c'était du STEMI et du NSTEMI, qui globalement donnait un gros avantage au prasugrel. Et il y a eu une sous-étude, il y a un sous-groupe NSTEMI où on donne le prasugrel une fois qu'on a vu l'anatomie coronaire, qui globalement donne le même message. Prasugrel fait mieux, à partir du moment où on a fait une stratégie où on attend de voir l'anatomie coronaire. Donc, le débat sur les médicaments, c'est globalement pas de pré-traitement, plutôt du prasugrel, mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est que vous faites une stratégie où vous allez voir vite les anatomies coronaires. Et donc, il y a des études où, globalement, on va de plus en plus vite au cath lab. Et donc, c'est une façon simple de laisser le patient sans stratégie et de rapidement décider son traitement. Il y a cette très belle étude randomisée de Gilles Lemel, parue dans le JACC Intervention, qui vous montre que, globalement, si vous avez une stratégie rapide pour le NSTEMI de cath lab, et ben, globalement, vous avez un meilleur pronostic et donc vous pouvez rapidement choisir les choses. Donc c'est notre stratégie et ma conclusion c'est ça, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire pour moi un NST, un SIS, c'est aspirine, anticoagulation. Si vous avez une stratégie fast track cath lab, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas, alors à ce moment-là c'est les rares cas où on peut faire du pré-traitement. Mais là, on se rapproche du traitement médical du SCA. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une coro avant 5, 6 jours, 7 jours, pour une raison X ou Y dans votre circuit. À ce moment-là, vous regardez votre patient, ne pas le laisser sans rien, avec juste de l'aspirine. Donc clopidogrel, pourquoi pas. Ticagrelor, si c'est un lobbying risque, en attendant d'avoir une angiographie. Donc tout ça... c'est une stratégie possible. Et si vous pouvez faire la coronarographie, c'est le plus simple. Vous faites la coronarographie, vous faites la stratégie, et si le patient doit être dilaté, plutôt prasugrel si vous pouvez. Le ticagrelor est très acceptable et la forme eurodispersible est très pratique. Et ensuite, comme ça, vous pouvez choisir votre stratégie. Vous n'avez pas de problème avec le chirurgien qui vont aller au pontage. C'est médico-légal aux États-Unis. Hein. C'est 5 à 7 jours d'arrêt avant d'être ponté. Donc voilà. Donc ma stratégie, elle est très simple. Très bien, merci beaucoup. Et alors, si je me replace dans le cas de Jacques, je me mets dans la peau de l'urgentiste qui t'appelle, Johan. Écoute, moi, ce monsieur, il souffre, il a 45 000 de tropo, il a un électrocardiogramme qui est vraiment pas beau. Tu résistes à la tentation de... C'est les patients de Coast, hein. C'est tous ceux qu'on a mis dans le Coast, c'était les mêmes. Hein. Donc, on peut dire que finalement, la stratégie de Jacques est la stratégie adaptée. Un transfert rapide en cas de lab, voilà. Dose de charge adaptée à la dentition du patient, ça on pourra en rediscuter. Mais en tout cas, 60 mg de prasugrel sur table de coronarographie, au regard des graphiques, te semble une stratégie qui est validée et robuste par la science. Parfaitement. Pour répondre à cette stratégie-là, même si on prédisait à l'avant quel patient allait avoir un stent, on a fait ECOS PCI, c'est-à-dire les 65% des patients qui avaient l'angioplastie, il n'y avait tout de même pas de bénéfice et toujours ce risque d'hémorragie. Donc, autant attendre, faire l'angiographie rapidement et donner les médicaments sur table qui agissent très bien, rapidement. Très bien, donc Jacques, on est parfaitement dans la science. Donc maintenant, on retourne à la pratique. Donc qu'est-ce que tu as fait ? Alors, effectivement, donc après avoir donné cette précharge de prasu, j'ai prédilaté la lésion et j'ai implanté un stent de 3.0 par 20 mm. J'ai implanté un stent HT suprême de la société Synomed. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce stent dans la salle. Donc, je vais juste vous faire un petit résumé un petit peu. C'est un stent au sirolimus, un chrome cobalt. MyFin, 80 ou 90 microns en fonction de la plateforme. Il y a deux types de plateformes en fonction de la taille du diamètre du stent. Donc soit il y a 8 crestes, soit il y a 10 crestes, avec 3 liens, ce qui lui confère une flexibilité importante. Il est monté sur un ballon qui est semi-compliant. C'est important quand même d'avoir en tête cette semi-compliance. Et il a une grande particularité, c'est un stent avec un polymère biodégradable, mais ce polymère, il est déposé sous la forme de 2 couches. Il y a une couche très très fine, qui est au contact donc, du chrome cobalt. Vous voyez, elle fait 100 à 200 nanomètres. C'est quelque chose d'excessivement fin. Alors c'est du poly-N-butyl méthacrylate, ne me demandez pas exactement ce que c'est, mais par contre, ça a la spécificité d'être électrogreffé. Alors, on vous expliquera un petit peu après, sous la forme d'une vidéo, ce qu'est l'électrogreffage. Et c'est quelque chose qui est particulier, parce que c'est une technique française développée par Christophe Bureau, qui est là dans la salle, et qui a développé cela
au CEA de Grenoble. Donc c'est vraiment une vraie innovation franco-française. Et j'ai rencontré Christophe à l'occasion d'une prise en charge de sa maladie coronaire. On va sous le secret du médical. Et effectivement, il m'a dévoilé un petit peu ses sources. Et ce principe de cet électrogreffage, de cette couche très très fine, stimule la réendothélisation après la libération du sirolimus. Et bien sûr, par-dessus, il y a du PLGA, qui est la couche polymérique classique, qui va être dégradée assez rapidement. Et alors ça confère une spécificité très, très importante, puisque ça va permettre de relarguer la drogue de façon très très rapide, par rapport à des stents plus classiques que vous connaissez, que sont le Xience ou le Resolute, avec une concentration artérielle, avec un pic très précoce par rapport aux autres, et avec une dégradation de ce polymère beaucoup plus rapide que les autres stents dont on a l'occasion d'avoir. Alors, on a souhaité interviewer Christophe, et pour cela, on va envoyer la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview spéciale de cardiologie interventionnelle. Nous sommes aujourd'hui dans le showroom du CEA Centre de Grenoble et nous sommes spécifiquement aujourd'hui dans le corner santé. Je suis aujourd'hui avec Christophe Bureau. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes docteur en physique, vous êtes CEO de la start-up Alchimedix, vous êtes ex-ingénieur du CEA et plus précisément issu de la direction de la recherche fondamentale du centre de Paris-Saclay et vous êtes l'inventeur d'une technologie révolutionnaire pour les stents coronaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter le stent HT Suprême? Avec grand plaisir. Le stent HT Suprême, c'est un stent actif à élution de sirolimus et qui tire ses propriétés très particulières d'un revêtement bicouche qui a été développé au CEA. Et qu'est-ce qui rend justement ce revêtement si innovant? Ce stent tire son innovation d'une technologie qui s'appelle l'électrogreffage et qui permet de fabriquer des brosses de polymère d'une épaisseur extrêmement fine, de l'ordre de 150 nanomètres d'épaisseur, et qui sont liées de façon covalente sur la surface métallique du stent. Cette petite brosse sert de velcro d'accrochage pour un réservoir d'environ 5 à 7 microns d'épaisseur et qui contient le sirolimus qui va pouvoir être relargué sur une durée déterminée. Et comment ce système impacte-t-il la libération de médicaments? Notre objectif a été de limiter autant que faire se pouvait l'exposition des tissus de l'artère à la drogue sirolimus. C'est un antiprolifératif qui évidemment empêche la prolifération des cellules musculaires lisses qui sont à l'origine de l'hyperplasie néo-intimale et de la résténose, mais c'est aussi une molécule qui inhibe très bien la migration des cellules endothéliales que l'on veut voir migrer pour pouvoir parvenir à la cicatrisation de l'artère. Donc on a choisi de faire synchroniser le pic de relargage de la drogue sirolimus exactement avec le pic de prolifération des cellules musculaires lisses et ensuite de faire disparaître la drogue le plus rapidement possible en choisissant une matrice de relargage qui est biodégradable. On parvient à faire disparaître complètement le sirolimus au bout de 30 jours et la matrice de polymère biodégradable elle-même a complètement disparu au bout de 60 jours. On constate que c'est un profil de libération très rapide. Quels sont concrètement les avantages attendus pour les patients? Vous avez tout à fait raison, c'est le profil le plus rapide du marché, le plus court en termes de relargage. L'avantage en fait est double. Le premier avantage, c'est que ça permet de contaminer en quelque sorte les tissus alentours le moins longtemps possible avec une drogue dont on sait qu'elle retarde et qu'elle inhibe la cicatrisation. Et une fois que la couche biodégradable a complètement disparu, la couche électrogreffée qui est en dessous agit sous forme d'un accélérateur de la cicatrisation, car il accélère la migration des cellules endothéliales. Nous avons pu le démontrer par des études in vitro. Il accélère environ d'un facteur 2 par rapport à un stent métallique nu qui est en général considéré comme la référence positive en matière de rapidité de cicatrisation. Ces résultats sont-ils confirmés cliniquement? Tout à fait. Aujourd'hui, ce sont 500 000 patients qui ont été implantés avec le stent HT Suprême. Au titre des essais cliniques, 2 études ont été réalisées. Une étude Pioneer 3, qui a été une étude randomisée sur 1600 patients simultanément aux États-Unis, en Europe et au Japon,
avec une bithérapie antiagrégante réduite à 6 mois et qui a monté des taux de thrombose extrêmement bas. Une étude post-marketing qui s'appelle Pioneer 4 est en cours en Europe. Elle porte sur 2500 patients. C'est également une étude randomisée et qui porte cette fois-ci sur l'utilisation d'une bithérapie antiagrégante à 1 mois seulement, rendue possible justement du fait de la cicatrisation ultra rapide qui est obtenue avec le stent HT Supreme. Ce stent pourrait donc être particulièrement bénéfique pour certains patients. Vous avez tout à fait raison. Pour cette catégorie de patients qu'on appelle les patients à haut risque hémorragique et pour lesquels une bithérapie antiagrégante longue pose problème, la cicatrisation précoce qui est obtenue avec le stent HT Supreme permet justement de réduire le besoin de ces bithérapies antiagrégantes longues. Plus généralement, tous les patients pourront bénéficier de cette cicatrisation rapide. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est absolument passionnant, c'est aussi une fierté de voir le fruit de la recherche française. On peut profiter de la présence de Christophe Bureau au 5e rang si dans l'assistance il y a des questions brûlantes autour de l'électrogreffage. Moi personnellement j'aimerais savoir, Jacques nous a montré que c'était adapté à une plateforme de 80-90 microns Cobalt Chrome. Est-ce que le principe est déclinable sur toutes les plateformes ? Alors oui, la technologie d'électrogreffage nécessite que la plateforme soit conductrice ou semi-conductrice. Donc à partir du moment où on raisonne sur un stent métallique, même s'il s'agit d'un stent en nitinol, ça fonctionnera parfaitement. Dès qu'on est sur des matrices isolantes, par contre, l'électrogreffage ne fonctionnera pas, mais c'est parfaitement déclinable. L'électrogreffage se fait sur la totale surface du stent ou sur la portion abluminale? C'est quelque chose qui peut être modulé? Alors, c'est en fait un procédé électrochimique. Donc, on connecte électriquement le stent et on le plonge dans un bain qui est un bain organique un peu particulier. Et ensuite, on fait passer une tension électrique et ça va faire pousser la brosse de polymère comme des cheveux. Sauf que ça va faire une petite brosse qui fera entre 100 et 200 nanomètres en fonction des conditions opératoires. Donc c'est plutôt une technologie qui marche extrêmement bien sur des formes complexes et qui va être la même partout. Donc on va plutôt avoir un dépôt qui va être parfaitement homogène, quelle que soit la complexité de la forme. En tout cas, bravo, merci beaucoup. Pour moi, personnellement, c'est une découverte. Merci. Jacques, quelle est ton expérience de ce stent suprême? Bah écoute, moi ça fait presque 1 an que je travaille avec et pour l'instant les retours sont plutôt très favorables. Alors après avec les limites, hein, c'est monocentrique et c'est juste mon expérience. Mais le stent par lui-même est une très belle plateforme. Vous verrez après, il s'adapte parfaitement aux bifurcations. C'est un stent qui est vraiment all commerce et qui passe à peu près dans toutes les situations difficiles. Et c'est vrai que pour moi, c'est une plateforme qui est performante. C'est un coating au sirolimus. J'attache de l'importance sur la drogue. Cette réendothélisation rapide chez ce patient, hein, comme je vous l'ai fait figurer, c'est un patient qui est à haut risque hémorragique. Hein, il a plus de 70 ans, il a une petite insuffisance rénale, il a une petite anémie, mais aussi il a des lésions qui sont complexes. Il est bitronculaire. Comme on verra après sur la poursuite de la revascularisation, il y a une lésion de bifurcation. Vous verrez que la lésion de l'IVA moyenne est une lésion qui est complexe elle aussi. Et donc, on se retrouve avec un patient qui est aussi à haut risque ischémique. Et pour toutes ces raisons, j'ai choisi ce stent-là. Et à venir, on va mettre en place avec Christophe un registre français et avec Gilles Baronne sur Grenoble, hein, qui va être baptisé Dior, où on va inclure des patients de façon all commerce HBR. Et on va suivre un petit peu un follow-up de ces patients à court terme, à moyen terme, pardon. Alors, merci beaucoup Jacques de nous partager ton expérience, mais l'expérience c'est une chose et les données scientifiques c'en est une autre. Et c'est important d'avoir une science qui est robuste. Donc je vais demander à notre référent scientifique, monsieur le professeur Sérius, de nous dire s'il y a des plateformes, s'il y a des stratégies chez ces patients à haut risque hémorragique. Et the floor is yours. Merci. Alors, je crois que la première dia vient de la régie. Allez, tu appuies, c'est bon, ça rassure. Voilà. OK. Alors, je reviens. Faut-il privilégier un stent chez le patient à haut risque de saignement? Ça, c'est le sommaire des points que je veux aborder ce soir. Et le premier, c'est la balance, l'équilibre entre le saignement et l'ischémie.
Alors, vous voyez qu'un infarctus du myocarde post-PCI augmente le risque de mortalité par un facteur 5, mais dans beaucoup de cas, le saignement est égal à la valeur pronostique d'un infarctus. Si vous regardez le deuxième panneau, il est clair qu'un BARC 3 vous donne une valeur égale de saignement et de myocarde en termes de pronostic. Et si vous prenez un BARC 3C, vous voyez que le saignement précoce est même pire que l'infarctus du myocarde. Alors, il est clair qu'il y a une période vulnérable, non seulement pour le stent, mais aussi pour les autres plaques déstabilisées et pour les autres territoires périphériques, le cerveau ou la circulation périphérique. Et le saignement est là dans les 3 premiers mois, mais se prolonge si vous prolongez la double thérapie antiplaquettaire. Comment identifier les patients à haut risque de saignement versus les patients à haut risque d'ischémie en études ou en pratique? Vous voyez que nous avons 5 ou 6 scores pour le saignement et autant de scores pour l'ischémie. Et il est clair que le rêve est de combiner les deux et finalement de demander à l'intelligence artificielle de nous aider pour prognostiquer le pronostic correct du patient. Alors, vous voyez ici une dame de 76 ans, non-stémie, diabétique 2, pas d'insuline, hémoglobine un petit peu basse, filtration glomérulaire réduite, une intervention dans la coronaire droite, pas d'antécédent de saignement, pas d'antécédent de chirurgie, maladie périvasculaire, décompensation cardiaque, fibrillation auriculaire et pas de maladie cancéreuse, mais un tronc commun très sévère et très proche de la bifurcation. Alors, si vous questionnez tous ces risques scores, vous allez trouver des nombreux pourcentages de haut risque de saignement, haut risque d'ischémie. Il vous faut connaître le score que vous aimez, le score dans lequel vous avez confiance, encore que nous aimerions combiner tous ces scores. Le deuxième point, c'est que vous pouvez sélectionner l'instrument que vous allez utiliser. Et le troisième, c'est que vous devez faire une stratégie. Et dans ce cas-ci, finalement, ce qui s'est passé, c'est 3 stents implantés avec DK Crush. Saignement et ischémie, validation prospective utilisant ARC HBR Risk Score. Vous vous rappelez que dans JAMA, Philippe Urban, Marie-Claude Maurice et Stuart Pocock ont présenté ce score. Sur l'axe vertical, vous avez l'infarctus du myocarde et la thrombose du stent. Sur l'axe horizontal, vous avez BARC3, BARC5. Et vous voyez que le patient numéro 1 a une prépondérance pour l'ischémie et le patient numéro 2 a une prépondérance pour le saignement. Et il y a 2 formules dans le papier qui vous aident à sélectionner ou à prédire le futur d'un patient, soit prépondérant pour le saignement ou prépondérant pour l'ischémie. Et c'est une chose que nous avons appliquée dans l'étude de Pioneer 3 de manière prospective. Alors vous voyez les points en rouge, ce sont les patients avec un saignement BARC 3 ou 5, 17 patients, 1,81 et ce qui était attendu, c'était 2,09. Vous voyez l'infarctus du myocarde, c'est les points jaunes, 22 patients, 2,34% et il était prédit dans cette population 2,53. Il y a un patient qui combine l'infarctus du myocarde, la thrombose du stent et le saignement, et un patient qui a seulement une thrombose mais sans infarctus du myocarde.
Alors, vous voyez que ça provient de l'ensemble de ces 929 patients et vous pouvez questionner la banque de données et voir ceux qui sont Barctri, ceux qui sont infarctus du myocarde, ceci est les Barctri. Vous revenez à la population totale et vous pouvez questionner dans la banque de données systématiquement les infarctus du myocarde qui sont ici et finalement les 2 cas de thrombose, une combinée avec le BARC et une isolée. C'était une approche assez pragmatique que nous aimons assez bien. Le point final est une thérapeutique de double traitement antiplaquettaire courte d'1 mois. C'est ce que nous avons fait dans Pioneer 4, mais nous avons la comparaison de Pioneer 3. Et je me permets de vous rappeler le travail fait par Renu Virmani. Elle utilise un colorant Evan Blue et vous voyez à gauche de l'écran, de haut en bas, le Healing Stent, un stent nu, non sans résolution, et au bas de l'image, vous avez le Xience. Et vous voyez que le Xience est beaucoup plus bleu que le Suprême ou le stent nu. Et la raison, c'est que la perméabilité des connexions entre les cellules endothéliales est mauvaise. Et si vous regardez le panneau à droite, vous voyez l'histologie et l'histo-immunologie. Vous voyez qu'au sommet, le healing est un revêtement quite complexe et complet. Le bare metal stent nu aussi, mais le Xience, à 90 jours, à 90 jours, présente encore des struts non couvertes par un tissu en général. Alors, avec l'OCT, on peut faire la différence entre les struts non couvertes et couvertes, et nous avons fait ça dans le Pioneer 2, et ces dias vous montrent qu'à 30 jours, le revêtement des struts était de 84% pour le Suprême et seulement 73%, 93% pour le Xience. Alors, nous avons comparé, c'est une approche qui n'est loin d'être finie, nous avons comparé le Pioneer 3 et le Pioneer 4. Pioneer 3, vous avez 6 mois et 12 mois de DAPT, de double antiplaquettaire thérapie, et le Pioneer 4, seulement 1 mois des deux, et puis le ticagrelor seulement. Je vous rappelle que l'étude Pioneer 4 est une étude de traitement habituel versus guidance by QFR. Et ceci est ma dernière dia. Vous voyez à gauche la courbe cumulative des événements majeurs adverse cardiac event avec une landmark analyse à 30 jours. Et il y a une valeur statistique de 0.025 entre les événements ischémiques, 3.6 dans le Pioneer 3 et 1.8 dans le Pioneer 4. Les raisons sont encore quelque peu obscures, mais le point qui est important, c'est que nous interrompons l'aspirine dans le Pioneer 4 et nous ne voyons pas un excès d'événements ischémiques, puisqu'à 6 mois, les chiffres sont 2.3 pour le Pioneer 3 et 1.4 pour le Pioneer 4. Et en termes de saignement, nous ne voyons pas de différence, du moins significatrice entre les deux. So, mes conclusions préliminaires, et l'impact du saignement est aussi important que l'impact d'un infarctus du myocarde. Un saignement précoce est pire qu'un infarctus après PCI. Il existe différents scores de saignement et d'ischémie avec des prédictions prognostiques quantitatives, mais nous devons harmoniser tous ces scores parce que le clinicien est quelque peu perdu devant la variété des valeurs en pourcentage de pronostic. L'application prospective du score d'implantation réussi de la Société européenne de PCI démontre un succès de 98%
9.5 du stent HT Supreme. Je n'ai pas montré ces données aujourd'hui, mais c'est comparable à d'autres stents contemporains. Et finalement, l'application du modèle prognostique de ARC HBR, combinant saignement et ischémie, révèle que le saignement de 1,81% à 600 jours de l'étude Pioneer 4 est moindre que le saignement prédit par le score. That's it. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour cette très belle présentation. Des questions dans la salle ou le panel, une remarque? On va passer à la suite du cas clinique. Jacques, si tu veux bien nous montrer ce que tu as fait par la suite. Eh bien, à 10 jours, donc, l'évolution a été favorable, avec un patient qui n'a pas souffert, une tropo en baisse, une insuffisance rénale qui est restée identique, avec une clairance toujours à 50, puis une hémoglobine qui n'a pas bougé, avec un bilan digestif. C'est un petit peu pour ça qu'on a pris le temps du recul, pour être certain qu'on n'avait pas de saignement digestif avant de se lancer sur la poursuite de la revascularisation. Un électro qui monte toujours un bloc gauche, mais qui est quand même un petit peu moins vilain que celui qu'on avait initialement. Une récupération de la fraction d'éjection partielle, avec en tout cas une paroi latérale qui s'est normalisée. Un patient qui a d'autre part une petite insuffisance aortique. On a optimisé son traitement classiquement, et j'ai switché le prasugrel pour du TICA compte tenu d'un faible BMI chez ce patient. Ça m'a semblé être quand même quelque chose d'important. Donc, si on résume un petit peu, c'est un homme de 77 ans qui s'est présenté dans un tableau de nstémie avec des lésions bitronculaires, une culprite sur la diagonale et puis cette lésion IVA proximale moyenne. Et on a décidé de revasculariser de façon complémentaire cette lésion d'IVA. Voilà l'angio au 10e jour. Et voilà, donc... Jacques, oui. tu es parti pour revasculariser. Peut-être qu'on va demander à l'ensemble de l'assistance qui repartirait sur une revascularisation complète chez ce patient. OK. Donc, et qui n'irait pas vers une revascularisation complète chez ce patient? Bon, je crois que c'est très clair. Alors maintenant qu'on a adoubé la revascularisation tous ensemble, quelle est ta stratégie pour cette revascularisation chez ce patient? Alors donc, cette deuxième partie va être sous la forme d'un LIAB. Donc on a décidé de guider la revascularisation quand même sur la physiologie et la morphologie de la plaque, car vous verrez que sur l'IVA moyenne, on va avoir quelques surprises. On va préparer cette plaque de façon optimale et on s'est donné les moyens pour optimiser cette prise en charge. Et puis, la dernière partie, c'était de discuter un petit peu sur cette lésion de bifurcation de l'IVA proximale diagonale, notre attitude. Donc, le setup, c'est 6F slender radial droite, une EBU 3.5, un guide de FFR et puis une imagerie endovasculaire de type IVUS compte tenu de l'insuffisance rénale que présentait ce patient. Et si on peut envoyer la première partie du LIAB, s'il vous plaît. Comme on avait dit, on a fait la FFR. Alors à vrai dire, on a passé le guide après avoir égalisé, bien entendu, dans la partie toute proximale du tronc. Et on a un gradient de pression puisque la différence est à 0,77. Et donc on a décidé effectivement de ne pas injecter de crénosin vu la positivité à l'état basal. Et donc maintenant on va passer à la deuxième étape qui est celle d'évaluer par IVUS. Donc on vient de passer l'Opticross HD de chez Boston qui est passé assez facilement. Mohamed, très bon profil. Très bon profil. C'est l'Opticross 3 French HD, c'est la nouvelle génération avec la nouvelle console, avec un nouveau logiciel de traitement des images. Voilà, donc on vient de faire le premier run d'IVUS. Je vais laisser Mohamed nous décrire la lésion. Vas-y Charlène. Alors comme vous le savez, on a donc fait une imagerie endocoronaire pour spécifier les caractéristiques de la plaque et bien évidemment prendre les mesures. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une
IVA très athéromateuse, calcifiée, avec des sténoses sur la partie moyenne à distale, qui se confirment là sur le tiers moyen de l'interventriculaire antérieur. On regarde une septale, puis de la diagonale. On va s'arrêter dans un petit instant sur une lésion qui est très calcifiée, circonférentielle, avec un arc à 360 degrés, avec une lumière, avec une MLA à 2 mm². On commence à avoir donc des calcifications sévères, massives. On continue de remonter vers l'interventriculaire antérieur proximal. Donc on a une sténose serrée calcifiée, très largement sous-estimée en angiographie. Sur la partie proximale, en dehors de l'ostium, la lésion n'est pas significative, mais plus on s'approche du tronc commun, plus on voit à nouveau une sténose serrée calcifiée avec une plaque en arc à 120 degrés de l'ostium de l'interventriculaire antérieur qui se prolonge sur le tronc commun distal. Donc on peut faire une pause. On a donc des critères d'imagerie endocoronaire en faveur d'une préparation de la lésion, selon les critères de Zhang qui ont été rappelés dans le dernier consensus européen. On a 3 critères sur 4. Premier critère, on a une artère qui fait moins de 3,5 mm. Deuxième critère, on a un arc calcaire de 360 degrés. Troisième critère, on a une lésion sur plus de 5 mm avec un arc de plus de 270 degrés. On n'a pas de nodule calcaire, mais on a suffisamment d'éléments en notre faveur pour dire que pour traiter cette lésion de l'IVA moyenne, on va faire une préparation. Avec Jacques, on en a discuté un petit peu. On est parti plutôt chez un patient très fragile, chez qui on redoute quand même une procédure longue avec un risque de slow flow, no reflow. Donc une préparation par une lithotripsie intracoronaire. Et concernant l'interventriculaire antérieur ostial, on n'a pas d'argument pour préparer cette lésion. On n'a pas les critères. Et puis angiographiquement, c'est confirmé par l'imagerie endocoronaire. Donc on va partir là-dessus, sur une préparation de lésion par ultrason au niveau de l'IVA moyenne, l'implantation d'un stent, et puis ensuite un traitement classique d'une bifurcation tronc commun IVA circonflexe. Concernant notre installation, on a un guide dans la diagonale. J'ai dû faire une petite erreur précédemment. Il s'agit bien évidemment d'une lésion de l'interventriculaire antérieur proximal à la bifurcation de la diagonale et non le tronc commun. Il y a quand même une naissance assez haute de la circonflexe. Alors Jacques, avec Mohamed, vous avez décidé de guider cette revascularisation d'une lésion longue, complexe IVA par de l'imagerie endocoronaire. On pourrait demander au panel si vous auriez utilisé la même technique. Ziad? Oui, je pense que j'aurais utilisé la même technique. Clairement, patient quand même assez âgé, mauvais VG, fonction rénale, ça doit forcément être un petit peu limite. Ouais, donc j'aurais à 50. J'aurais forcément fait plus l'IVUS que l'OCT. Je pense que sur une lésion très longue comme ça, on a quand même plusieurs critères de complexité qui nous poussent, on le sait, à utiliser l'imagerie. On a une lésion longue, on a quand même un peu de calcium sur l'angio, on a une bifurcation. Ça fait sans doute 3 critères qui qualifient la lésion comme une lésion complexe qui, entre guillemets, mérite de l'imagerie. Ouais. Et une fois de plus, l'angio était en défaut par rapport aux calcifications, parce que j'ai revu après le film de façon un peu attentive. Oui, il y avait quelques calcifications, mais quand on voit quand même le ring calcaire qui existe sur l'IVA moyenne. Est-ce que dans l'audience, il y aurait eu des attitudes différentes? Je vois Grégoire, non? Non, c'est pour stimuler un petit peu l'interactivité. N'hésitez pas. Donc, au travers de ce cas, on a vu tout l'intérêt, toute la valeur ajoutée de l'imagerie. En début d'après-midi, on a vu aussi l'intérêt de la physiologie. Ah, Patrick avait peut-être un commentaire, pardon. Oui, enfin, ce qui nous aide de plus en plus, c'est la combinaison de l'imagerie et de l'information fonctionnelle. Donc, il y a l'IVUS FFA, il y a l'OCT FFA. J'aime beaucoup ça parce qu'on peut carrément voir l'anatomie et au même moment où est le drop du OFR. Et dans ce cas-ci, limiter d'une certaine manière la longueur du stent en termes de longueur pour ne pas mettre trop de métal dans cette coronaire. Le deuxième point, c'est que, bon, il y a cet arc quasi complet à un certain point, mais je pense que ça mérite éventuellement en première place un ballon non compliant. Et s'il y a un résidu de sténose dans le ballon, aller à des technologies plus complexes vu la fragilité de ce patient.
Alors, j'aimerais juste apporter une précision pour la préparation de la plaque. Vous savez que je suis un très grand défenseur du shockwave. Mais il est important de rappeler, puisque c'est de la science, qu'actuellement, on n'a pas de données de comparaison directe qui ferait que la lithotripsie, qui est certainement un élément sûr, soit moins sûr que le rota. C'est une sensation qu'on a, mais comme il n'y a pas eu actuellement de head-to-head qui dit qu'il y en a un qui est plus dangereux que l'autre, il ne faut pas non plus enterrer les stratégies d'atérectomie. En revanche, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un patient qui a 30% de fraction d'éjection et qu'on a envie d'être le plus sécure possible. Mais si on doit reprendre la science, actuellement, il n'y a pas de stratégie de modulation de la plaque qui soit plus sûre l'une que l'autre, malgré le fait que vous me connaissez, je suis un grand défenseur de la lithotripsie. Là, on aborde l'aspect technique, préparation. Pour ce qui est de l'évaluation, donc vous avez pris l'option d'une analyse morphologique. On peut s'interroger, on en a parlé en début d'après-midi, de la place de l'analyse physiologique. Et on pourrait demander à Frédéric Bouisset de nous faire l'état de l'art de l'évaluation physiologique de ces patients pluritronculaires. Merci beaucoup Pascal, merci au GRCI, au comité d'organisation pour l'invitation à discuter effectivement des critères à utiliser pour choisir les lésions non coupables à revasculariser dans le cadre du non-STEMI. Donc dans le non-STEMI, encore plus que dans le STEMI, il y a beaucoup de patients qui ont des lésions associées. Plus d'1 sur 2 aura des lésions sur les vaisseaux non coupables du syndrome coronarien aigu. On pourrait dire, c'est pas grave, enfin, on a traité l'infarctus et pour les lésions non coupables, on va raisonner comme on raisonnerait sur un patient stable. Mais ça ne marche pas parce qu'on sait depuis un certain temps qu'en fait, quand on va voir ce qui se passe dans ces lésions, bien qu'elles soient non coupables, et quand on compare ces patients syndrome coronarien aigu à des patients stables, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de signes de rupture. Certains auteurs avaient parlé de pancoronarite chez ces patients-là, même dans les lésions non coupables. Ces lésions non coupables semblent plus vulnérables et donc il est légitime de s'inquiéter de leur prise en charge. Et d'ailleurs, on sait que dans l'année qui suit un syndrome coronarien aigu, il y a plus d'événements. Donc c'est un sujet. C'est un sujet dont la communauté cardiologique s'est emparée. Il n'y a qu'à voir le nombre d'études qui ont été rapportées au cours des 12 dernières années sur ce thème des lésions non coupables. Vous connaissez toutes ces études, c'est que des blockbusters, quasi que des New England, et des études très importantes qui ont influencé nos pratiques. Mais la question de ce soir, c'est le non-STEMI. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'une non coupable d'un non-STEMI, c'est comme une non coupable d'un STEMI? Peut-être pas, si on en croit cette étude coréenne qui a comparé donc en OCT les caractéristiques des lésions non coupables, des STEMI et des non-STEMI. Il semblerait que le non-STEMI soit peut-être un peu moins vulnérable. Donc si on revient à la littérature disponible et qu'on regarde les patients au casting en fait, de ces études, vous voyez que là, ça va devenir un petit peu plus compliqué parce que la plupart de ces études, elles sont portées sur le STEMI et seules les dernières ont inclus un certain nombre de leurs patients comme des non-STEMI. Donc, quand on plonge dans cette littérature pour répondre à cette question, il va falloir se concentrer sur ces essais-là. Quelles sont les questions? Est-ce que c'est bénéfique de compléter la revascularisation? Sur quels critères on va compléter cette revascularisation et quand le faire, ça c'est la mission de mon ami Ziad dans la présentation juste après. Est-ce que c'est bénéfique? Pour répondre à cette question, il nous faudrait un essai randomisé, non-STEMI, revascularisation complète versus revascularisation uniquement de la artère coupable. Croyez-le ou non, cet essai-là n'existe pas dans la littérature. Il va exister bientôt, il y a un essai qui s'appelle Complete Non-STEMI qui est en cours, mais pour l'instant, on n'a pas de données randomisées pour répondre formellement à cette question. Donc quand on n'a pas de randomisé, on va voir les registres, et il y a de très beaux registres, et quand on fait des scores de propensité et tous les artifices statistiques possibles pour essayer de s'affranchir des facteurs de confusion, on remarque que la revascularisation complète des non-STEMI réduit la mortalité. C'est pour ça que les guidelines ont endossé ce statement et nous conseillent de revasculariser complètement les non-STEMI. Mais voyez, le niveau de preuve n'est que C, puisque nous n'avons pas d'études randomisées. Alors, est-ce qu'il y a des cas particuliers, par exemple les chocs cardiogéniques ou les patients les plus âgés? Eh bien, on doit à Michel Zetouni une très belle étude ancillaire de Kulprit-Choc où il a regardé le cas particulier du non-STEMI et il a cherché une interaction. Il n'y a pas d'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, ça veut dire que l'effet du traitement est homogène dans tous les sous-groupes. En d'autres termes, ça veut dire que si j'ai un non-STEMI sur la table en choc cardiogénique, je ne dois traiter que la lésion coupable. C'était la conclusion de Kulprit-Choc. Encore faut-il que je sois capable de l'identifier.
Maintenant, le patient âgé, ça c'est très fréquent et les non-stémies sont plus âgés que les stémies. On a la chance d'avoir eu récemment une étude qui s'appelle FIRE, qui s'est consacrée aux patients de plus de 80 ans et qui a inclus des non-stémies et des stémies. Et cette année, à l'ESC, Gianluca Campo a montré cette étude ancillaire où il a stratifié en fait les résultats en fonction du type de syndrome coronarien aigu et il nous montre que dans le non-stémie, la courbe en bleu, la revascularisation complète, est aussi bénéfique que dans le stémie, peut-être même plus. Donc, si j'ai un sujet âgé de non-stémie sur la table, il est légitime de le revasculariser complètement comme un sujet plus jeune. Ensuite, plus difficile, sur quels critères, effectivement, je prends la décision? Est-ce que je me base sur l'angiographie, sur la FFR, peut-être une FFR dérivée de l'angiographie, ou peut-être des critères d'imagerie, pourquoi pas? Pour répondre à cette question, on a quelques éléments de réponse. On peut regarder FREM-MI. FREM-MI, c'est une étude dont la moitié de l'effectif est du non-stémie, qui a comparé angiographie versus FFR. Vous voyez sur les courbes de Kaplan que le groupe FFR fait mieux que le groupe angiographie en termes de MACE, donc plutôt en faveur de la FFR pour sélectionner les lésions non coupables à revasculariser dans les non-stémies. On va passer ça. Est-ce qu'il y a une place pour les FFR dérivés de l'angiographie? On a des données en fait, qui sont issues de l'étude FIRE, qui est donc cette étude dont je vous parlais sur les patients âgés. Dans FIRE, c'était revascularisation complète versus revascularisation de la coupable seulement, mais la revascularisation complète devait être guidée par la FFR. Et on avait le choix d'utiliser une FFR avec un guide de pression ou de la QFR. Donc on a un certain nombre de patients dans cette étude qui ont eu une QFR et on a pu évaluer la QFR dans ces lésions non coupables. On remarque que d'abord, dans les vaisseaux non coupables qui sont laissés au traitement médical qui ont une QFR abaissée, il y a beaucoup plus d'événements. Donc la QFR est associée, une QFR anormale dans un vaisseau non coupable est associée à plus d'événements. C'est la conclusion qu'on peut tirer parce qu'il faut faire attention, c'est un sous-groupe de sous-groupes. Donc attention. Ensuite, est-ce qu'il y a une comparaison entre FFR angiographique et FFR normal? Eh bien, dans la même étude, dans le bras intervention, on peut comparer effectivement ce qui s'est passé. Vous voyez que lorsque les médecins prenaient la décision en se basant sur la QFR ou sur un guide de pression, il y a équivalence, donc ça suggère que les deux sont de bons outils. Attention, ce n'est pas une comparaison randomisée. Et encore une fois, c'est le sous-groupe d'un sous-groupe. Donc il faut être prudent. Mais globalement, on a des données plutôt intéressantes et on se dit que quand même, c'est pas mal, plutôt que de repiquer le patient, si on a fait une bonne angiographie dans la nuit, le lendemain matin, tranquillement, on va faire sa FFR dérivée de l'angiographie sur la lésion non coupable pour pouvoir décider s'il faut le reprendre ou pas, éventuellement le confirmer par un guide pression. Donc voilà pour les données sur la physiologie, mais j'avais commencé à vous parler de vulnérabilité pour commencer ce topo, et on peut finalement s'intéresser, puisque maintenant on en parle de plus en plus et on peut l'apprécier notamment par l'imagerie endocoronaire. Est-ce que ce serait aussi un critère à prendre en charge, à prendre en compte dans le choix des lésions non coupables à revasculariser? On a une étude observationnelle qui s'appelle PECTUS, c'est juste observationnel. C'est des patients qui avaient donc des lésions non coupables qui ne nécessitaient pas une revascularisation, qui étaient FFR négatifs, mais quand elles étaient HRP, à haut risque, vous voyez que le risque de faire un événement sur ces lésions non coupables augmente aussi. Il n'y a pas d'indication à les traiter pour le moment, ce sont des lésions FFR négatives, mais elles sont vulnérables et vous voyez, elles ont plus d'événements. Donc peut-être que dans le futur, il faudra aussi s'intéresser à ces lésions-là et peut-être les traiter, nous verrons. En conclusion, la revascularisation complète est recommandée dans les guidelines. Je dis apparaît bénéfique parce qu'on n'a pas d'essai randomisé, c'est difficile d'être plus fort dans la conclusion, mais les guidelines nous disent qu'on doit le faire, et même chez les patients âgés. La FFR, vous l'avez vu, il y a des données qui sont convaincantes pour dire que c'est un bon moyen de guider effectivement la revascularisation des lésions non coupables, comme l'ont fait Jacques et Mohamed dans le Live in the Box. Il y a probablement dans ce contexte-là un intérêt pour d'autres outils, comme les FFR dérivés de l'angiographie. Monsieur Serios évoquait aussi d'autres types de FFR dérivés de l'imagerie. Et peut-être également à prendre en compte dans le futur la vulnérabilité des plaques. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des commentaires du panel? Magnifique démonstration de Frédéric. Dans votre pratique,
Sur les NSTEMI, lésions pluritronculaires, est-ce que vous faites systématiquement de la FFR, Johan? Plutôt non. Plutôt non. Plutôt non. Donc tu guides plutôt sur l'angio? On est assez large sur la revascularisation complète du NSTEMI, oui. Un peu comme dans la stratégie on a fait une classique. stratégie uniciste simple. STEMI, NSTEMI, mène combat. Yann? De plus en plus en physiologie, et je pense que de plus en plus là, récemment avec la FFR virtuelle. Je pense que voilà, on reparlera tout à l'heure, mais c'est un juste milieu. Thomas? Globalement, la même chose, très angiographique quand même, surtout chez les patients plus âgés dont tu parlais. C'est vrai qu'un peu le même raisonnement que les prêtavis de ce matin, c'est quand la lésion elle est intermédiaire chez un patient plutôt âgé, comorbide, on va plutôt être conservateur. Et il y a quand même parfois dans les non-STEMI, alors on en parlera peut-être après, ou des fois sur des abords vasculaires extrêmement complexes, on va parfois être plus large tout de suite parce qu'on a un patient très compliqué qui a deux fistules, des ponts périphériques. Mais voilà, c'est dans ce cas. Alors nous, on termine cette semaine une étude randomisée ou de multitronculaire où systématiquement nous analysons par QFR angiographique tous les vaisseaux et nous donnons aux investigateurs la réponse avec les DIA. Somme date, ils peuvent juger par eux-mêmes, ils peuvent aussi le faire par eux-mêmes, ils peuvent éventuellement contrôler certaines valeurs qui sont... On hésite, vous savez, entre 75 et 95, il y a la zone de doute. Et alors aussi, ce qui est important, c'est qu'on devient de plus en plus sensible à ce qu'on appelle le pullback pressure gradient virtual, parce qu'on voit que cette courbe de FFR qui va continuellement vers le bas, sans un gradient clair, c'est très difficile à traiter. On ne sait pas où mettre le stent, et ça, on informe quand même de manière vigoureuse les investigateurs en disant « Pensez 2 fois, ce vaisseau est si diffus que peut-être que vous n'allez pas améliorer les choses. Yeah ». Et c'est la même chose pour les chirurgiens, by the way. Oui. Hein? Et Frédéric, la QFR, pour toi, toutes les QFR se valent? Alors, non, sans doute pas. Il faut des études, il faut les évaluer individuellement. Là, c'est d'ailleurs pour le coup la QFR qui a été mise en avant dans les recommandations, puisque c'est elle qui a le rationnel le plus solide, avec notamment Favor 3 China. Mais tous les autres constructeurs arrivent avec des très gros essais du même acabit, avec 2000 patients, et surtout dont le bras comparateur est la FFR. Parce que Favor 3 China, c'était une étude contre l'angiographie. Maintenant, ce qu'on veut, c'est tester ces logiciels contre la FFR, qui est le juge de paix, qui est la référence. Pour compléter, Frédéric, une question pratique. L'avènement de ces techniques de FFR virtuelle ne va pas nous amener à réaliser des coronarographies dans des conditions différentes sur la lésion non coupable, par exemple en phase aiguë, s'appliquer de faire du 15 images secondes, 2 incidences orthogonales, alors que la lésion est non coupable. Souvent, on va très très vite et on se jette sur la phase aiguë. Si on en discutait justement, c'est probablement effectivement un bon réflexe, puisqu'effectivement c'est la clé. Si on veut appliquer, enfin si on veut tirer des conclusions les plus précises possibles de ce type de solution, c'est l'image et la reconstruction 3D qui est à la base en fait du modèle mathématique. Donc si on n'a pas une bonne imagerie, il faut s'abstenir de tirer des conclusions à partir de ces logiciels. Donc c'est pour ça qu'on prend de plus en plus le réflexe de les filmer attentivement quand on anticipe l'idée qu'on va faire. On doit dire à l'audience que les guidelines of the European Society of Cardiology ont introduit le QFR à 1B. Okay. 1B parce qu'il n'y a pas, il y a seulement une grande étude randomisée. Mais ce qu'on attend, par exemple, de Pioneer 4, qui randomise ce principe, c'est une confirmation. Donc le 1A pourrait devenir, le 1B pourrait devenir 1B. Et je pense que les autres logiciels, comme vous appelez, attendent d'avoir des données cliniques pour être reconnus par les gens du guideline. Alors Frédéric, moi j'ai une question de microcirculation. Là, la FFR de Jacques, elle est non équivoque. Mais on a vu, c'est une énorme diagonale qui a quasiment un territoire d'IVA. Il y a une nécrose dans ce territoire. Quelle valeur est-ce que tu penses que la FFR dans le territoire de l'IVA, qui finalement est un territoire qui est assez commun avec cette diagonale qui est infarcie, est-ce que tu penses que cette FFR est une mesure fiable
reproductible? Et si elle n'était pas équivoque, qu'est-ce que tu ferais de ce résultat? Alors, c'est un tout petit peu technique, mais quand on va interroger par physiologie une lésion non coupable, et quand il y a eu une nécrose significative, en fait, à la phase aiguë et dans les premiers jours, il y a un impact, un petit impact sur l'évaluation physiologique des lésions non coupables. Pourquoi? Parce que quand il y a une vraie grosse nécrose, dans les territoires non infarcis, il y a deux choses. Une hyperkinésie compensatrice, ce qui augmente un petit peu le flux de repos, et il y a quand même un peu d'œdème, ce qui, quand on fait l'hyperémie, diminue un petit peu le flux maximal. En conséquence, si tu fais de la FFR, un index basé sur l'hyperémie, à la phase toute aiguë, elle va être un tout petit peu, le chiffre va être un tout petit peu surévalué. Par exemple, si tu trouves 0,85 à la phase sur-aiguë dans les premiers jours, 6 semaines après, tu peux trouver 0,82. La différence est de l'ordre de 0,2, 0,3. À l'inverse, si tu utilises un index de repos, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu utilises l'IFR, par exemple, à la phase aiguë, il est un tout petit peu sous-estimé par rapport à la valeur que tu trouveras plus tard. C'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'en fait, comme a dit le professeur Serruis, ce qui compte en 2024, c'est plus tant le chiffre que le profil. Est-ce que c'est diffus ou est-ce que c'est focal? Je ne crois pas que 0,81 ou 0,79 ce soit très différent. Ce qui compte, c'est plus la focalité ou la diffusion. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Et donc là, on va rentrer plutôt dans l'aspect technique, puisqu'on a posé l'indication. Donc Jacques, comment tu as traité cette lésion calcifiée? Merci beaucoup. Donc on vient d'amener un ballon de Shockwave 3.0 qui est quasiment occlusif, sans avoir besoin de prédilater. Et on va aller délivrer notre première séquence. Voilà, je suis à 4 atmosphères, une petite empreinte. Donc on est sur la fin de la séquence des tirs. Là, on a fait déjà 110 et on termine sur la lésion proximale qui est un peu plus résistante peut-être que la lésion distale. Okay. Donc on est à 14 atmosphères avec un ballon 3,0 par 26 mm. Donc, on refait un deuxième tour d'IVUS après la préparation Shockwave plus le ballon non compliant. Mohamed? Alors, donc là, on va se reposer sur la règle 1, 2, 3. On va mesurer la longueur, on va mesurer le diamètre en zone saine sur la partie distale proximale. Donc, on a une grande longueur, 40 mm. Un diamètre en distal à 2,5. Là, on voit en direct une dissection non compliquée de l'interventriculaire antérieur moyenne sur des lésions fibrocalciques, comme on l'avait vu précédemment. On remonte vers nos zones d'intérêt qui étaient des arcs calcaires entre 270 et circonférentiels. On va avoir une zone d'intérêt assez intéressante. On va pouvoir marquer une pause ici. On a une lésion calcifiée, cette fois-ci avec des traits de fracture, une expansion qui est obtenue, puisque précédemment on avait 2 mm², maintenant on se retrouve entre 3,70 et 4. Donc on a nos critères d'efficacité de notre angioplastie au ballon actif. On peut remonter... Shockwave, pardonnez-moi. On remonte sur l'IVA proximale à moyenne, juste en aval de la première diagonale, avec une lésion athéromateuse. On a fait un peu de sérum flush et on arrive vers la bifurcation interventriculaire antérieure, première diagonale avec une sténose serrée calcifiée avec une lumière que l'on va mesurer ici en faisant la pause. Donc une artère qui, au niveau de l'interventriculaire antérieur proximale à la bifurcation de la diagonale, qui fait 4,5. Donc notre stratégie basée sur les mesures que l'on a prises, c'est de mettre un premier stent dont le diamètre est adapté à la partie distale de 2,5 mm, la longueur 40 mm pour arriver jusqu'à la septale, et ensuite un complément avec un stent de 3,5 et qui va arriver jusqu'à l'ostium de l'IVA et qu'on fera un pote, je pense, autour de 4,5. Sur les aspects techniques, est-ce que le panel a un commentaire? Là, juste, simplement, avant de donner la parole à Thomas, il vous arrive souvent de ne pas prédilater lorsque vous faites du shockwave? Moi, j'essaie d'amener le ballon, sauf si la lésion est vraiment trop critique. Elle ne me semblait pas si critique que ça. Donc, j'ai
J'ai essayé, chez ce patient encore fragile, je voulais quand même aller le plus vite possible. Il y avait le liable qui tournait. Enfin, c'est... Thomas ? Non, c'était juste un petit commentaire sur le sizing en imagerie. Il y a toujours l'idée, est-ce qu'il faut prendre la lumière, la limitante élastique externe, ou est-ce qu'il faut prendre la lumière? Et je trouve que sur ces artères quand même très athéromateuses, donc vraiment avec une charge d'athérome importante, se dire qu'on va amener le stent à la taille de la limitante élastique externe, je sais pas, j'aimerais bien avoir l'avis de Pascal. Moi, c'est vrai qu'en général, je prends plutôt la lumière auquel je rajoute un petit peu, plutôt que me dire, je vais faire disparaître tout l'athérome et mon stent, il va être capable d'aller... Personnellement, moi je fais pareil. Je suis complètement d'accord. Ce d'autant que délimiter la limitante élastique externe sur ces artères qui sont pétrifiées, avec parfois même des bourgeons calcaires excentrés, on voit bien, très bien les ruptures qui se font sur les zones de raccordement entre la corne de la zone saine et la calcification. Ça me paraît très difficile de s'appuyer sur l'imagerie pour décider. Parce que là, on est à 2,8 de lumière, on est à 4,5 à la louche de limitante élastique externe. Je ne prendrais sans doute pas 4,5. Hein. Puisqu'il y a évoqué Mohamed, on voit aussi qu'il y a un hématome sous plaque aussi qui vient modifier et biaiser quand même les mesures. On peut souligner la qualité de l'IVUS. Les images sont très jolies. On voit très bien les cônes d'ombre, les plaques calcifiées. Donc c'est très intéressant. Alors, là, on est parti sur la revascularisation complète, on l'a tous adoubé. Maintenant, c'est le timing de cette revascularisation complète pour lequel la question se pose. Et on va demander à Ziad Bouiri si dans sa pratique et dans la littérature, on a des éléments de réflexion qui nous permettent de dire qu'il faut le faire pendant l'hospite ou un peu à distance. Merci donc pour l'invitation. Sujet difficile. Donc Jacques, toi tu as choisi de le faire pendant l'hospitalisation, mais avec une procédure décalée. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, et donc je vais essayer de vous parler un peu quel est le timing idéal en fait dans le non-STEMI où on a très peu de données. Donc déjà, le plus dur, c'est d'arriver à identifier la lésion coupable, et on sait que parfois ce n'est pas facile. La deuxième difficulté vient du côté de l'évaluation qu'on a abordé tout à l'heure, qui est aussi en corrélation. Est-ce qu'il faut les traiter ou pas? On peut se retrouver avec des tritronculaires qui ne le sont pas. Et puis, la vraie question, en fait, c'est il y a 3 scénarios. Le premier, c'est une revascularisation complète, comme ce qui a été fait pendant les études, de toutes les lésions dans la seule procédure initiale. La deuxième, pendant la même hospitalisation. Et le troisième scénario, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps aussi dans une deuxième hospitalisation. Donc, quelles sont vraiment les données qu'on a actuellement? Là, c'était juste pour vous imaginer que parfois, c'est pas facile. C'est un patient de 78 ans, il a des atteintes tritronculaires. Quelle est la culprite chez ce patient? On ne sait pas. Ce patient a été traité parce que c'était une heure, disons, acceptable. Il ne voulait pas se faire opérer. Et donc, il a bénéficié d'une revascularisation complète. Alors, merci à Frédéric de nous avoir montré cette diapo où on voit vraiment qu'il y a très peu de patients dans les CC randomisés donc de non-STEMI. Et en fait, quand on regarde, j'ai essayé de regarder le timing des études randomisées. Quand vous le voyez, eh ben, c'est souvent le même séjour. Donc là, pour SMILE, vous êtes à 5-6 jours, 48 heures pour FIRE. La seule étude où ils l'ont fait à distance, c'est BioVasc, 15 jours. Il fallait que ça soit fait à moins de 6 semaines. Et pendant la même hospitalisation pour FrameMI. Donc les guidelines, comme vous le voyez, ben, c'est vraiment, on a un feu vert pour le STEMI. Et donc on peut le faire même pendant la même procédure, à distance, jusqu'à 45 jours. Et pour le non-STEMI, on a vraiment des recommandations qui sont vraiment très timides. 2A avec une évaluation fonctionnelle qui n'est pas tout à fait évidente. Ça, c'est un peu pour vous montrer les 3 études sur lesquelles ils se sont basés. SMILE, qui est la première, en 2016. Donc une procédure pendant le même séjour, 4-5 jours. C'est une étude qui est quand même ancienne. Entre 2011 et 2013, il y a 17% de stents actifs, donc on n'est plus de stents tenus, pardon. Mais c'est une étude qui aurait pu répondre. Il y a 2 centres. Mais voilà, c'est une étude qui a ouvert la voie, et c'est que des non-STEMI. La méta-analyse va un peu dans le même sens en disant qu'on peut revasculariser les patients avec des non-STEMI par Sievert, mais quand les patients s'y prêtent. Et en fait, les études arrivent après les guidelines, sont très intéressantes. Je vais aller très vite. On en a parlé déjà, FIRE, avec une revascularisation complète à 48 heures, des résultats qui sont positifs, et on a une introduction de la QFR
FR et de la FFR. Biovasc, comme vous le voyez ici, donc c'est inférieur à 6 semaines et on voit qu'on a des résultats qui ne sont pas significatifs sur le plan statistique, mais on voit qu'il y a moins d'événements sur la revascularisation complète. Frame MI, c'est un peu la même chose, mais pareil, on est dans une évaluation aussi de la physiologie avant. Et comme vous le savez, nous, on a le French Paradox, on n'a plus de FFR. Voilà le mot de Hakim, on a un gros problème, c'est qu'on a vu une chute de la FFR, c'est pas le sujet, mais j'essaye de vous emmener à une réflexion. Effectivement, la FFR virtuelle peut se remplacer avec beaucoup de précautions, mais il y a aussi le concept de la plaque instable, et ce que disait tout à l'heure Frédéric, et donc en fait on a plusieurs moyens au scanner, avec la FAI, l'OCT. Et en angiographie, maintenant, on a quelques outils. Je pense que ceux qui ont assisté à la session juste avant, eh bien, ce papier qui est très intéressant de Fetzi, qui a été publié l'année dernière dans le European Heart, qui parle en fait de ce radial wall strain, qui est aussi de l'intelligence artificielle. Voilà un patient qui a été traité sur la circonflexe sur un non-stémie et qui avait une FFR négative sur la coronaire droite, ou une QFR plutôt négative. Et ce patient est revenu 1 an après avec une rupture de plaque, en fait un infarctus au niveau de la coronaire droite. Et donc en fait, ils ont revu son image d'il y a 1 an. Et en fait, Brahim a parlé tout à l'heure de cet outil intéressant qui est le RDWS. Et en fait, quand on combine les deux, la physiologie et la vulnérabilité des plaques, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et il y a des études qui se sont penchées là-dessus. Donc là, il y a Favor China 3. Quand vous regardez à gauche, eh bien, vous avez les patients qui ont des micro-FR qui sont négatifs, à plus de 0,80. Et ben, ces patients, quand ils ont des RWS élevés, ils font plus d'événements cardiovasculaires. Donc, c'est des choses peut-être potentiellement dans l'avenir qui peuvent nous guider. Vous voyez, c'est un patient, je remercie donc Pulse Medical de nous avoir aidés pour la réalisation. Il ne s'est pas encore commercialisé. Un patient qu'on a fait la semaine dernière avec une micro-FR à 0,75 qu'on aurait traité mais sans urgence. Et quand vous regardez le RWS de ce patient, eh bien, il est très élevé, à 34%. Est-ce qu'il ne faut pas le traiter avant sa sortie? C'est vraiment des questions. Donc en fait, pour essayer de résumer, il y a une revascularisation complète pendant la même procédure. Ça diminue certes le temps d'hospitalisation, ça diminue la mortalité selon les études, moi j'y crois pas beaucoup. Ça dépend de la complexité aussi des lésions. On fait pas de staff, on va staffer avec nous-mêmes et puis une mauvaise connaissance du patient, ça c'est des choses importantes. Quand on le fait tranquillement lors d'une deuxième procédure, eh bien ça rallonge le délai d'hospitalisation, mais ça permet de mieux connaître la situation, le patient, de le staffer avec les chirurgiens éventuellement, ou parfois de se préparer à des procédures plus complexes. Et puis il y a aussi l'heure, vous n'allez pas traiter un patient à 3 heures du matin avec une revascularisation complète très compliquée. Je pense que c'est un élément à prendre en compte, l'opérateur. Voilà, donc en fait, pour résumer, pour moi, c'est du bon sens en fait clinique. Et ce bon sens, je l'ai trouvé dans ce papier de Sanchez, dans Art. Vraiment, c'est très bien fait. Donc les lésions, en fait, on va les non-culprites sévères. Eh bien, on peut les faire dans une simple stratégie, simple procédure, quand il n'y a pas vraiment d'instabilité hémodynamique et quand il faut les décaler, quand le patient est délicat, quand c'est des procédures complexes. Je pense que c'est vraiment du bon sens. Il nous manque cette étude, je pense, que j'ai appelée The Missing Trial, c'est de peut-être randomiser avec 3 bras immédiates pendant l'hospitalisation. Et je pense après la sortie, dans un deuxième temps, on aura peut-être des réponses. Donc, en fait, en résumé, se baser sur l'évaluation physiologique, tout dépend de la procédure. Et bien sûr, il y a le sens clinique, les conditions anatomiques du patient. Une deuxième procédure est tout à fait envisageable avec du bon sens sur des lésions critiques pendant l'hospitalisation ou même à distance si le patient n'est pas inquiétant. Et peut-être qu'il y a des places pour l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup Ziad. Ben, en fait, ça revient à ce que Johan a dit en début de session. C'est très hétérogène. Oui, oui. Même, hein. On a du mal à s'y retrouver parce qu'effectivement, c'est un groupe qui est très large.
Alors dans ta pratique, finalement, si on devait donner des idées simples, le patient de Jacques, tu l'aurais revascularisé au cours de la même hospitalisation ou tu l'aurais délayé et dans quel cas, dans quel délai? Je pense que j'aurais rejoint Jacques parce que c'est un patient déjà fragile. Vous avez vu qu'il a une atteinte VG sévère. Et je ne l'aurais pas fait dans la même procédure parce qu'il faut vraiment préparer le patient et le patient n'était pas forcément très stable. Mais il y a plein de patients qu'on peut revasculariser s'ils ont des lésions stables, je pense, et critiques dans la même procédure. Donc c'est vraiment du bon sens et ça dépend de chaque patient et de son anatomie. Thomas, à Marseille, qu'est-ce que vous feriez? Alors, nous, dans le non-STEMI, on va dire tout venant, c'est très stage, c'est-à-dire en 2 fois. C'est exceptionnel de faire tout en 1 fois, donc c'est plutôt non-STEMI, que non-STEMI, et dans la même hospitalisation. La seule chose, ça va être peut-être les patients âgés, fragiles. Par exemple, chez ce patient qui devait avoir un bilan digestif, et on voit bien que ça risque de finir avec un petit peu de métal dans l'IVA, peut-être que j'aurais pris le temps de faire le bilan digestif, de mieux connaître le patient, d'être sûr qu'il ne doit pas être opéré d'un cancer du côlon dans les semaines qui viennent, avant de lui mettre 50 mm de stent dans l'IVA. Donc par défaut, c'est plutôt en 2 temps dans la même hospitalisation, avec parfois, compte tenu de la complexité du patient, on peut différer dans certains cas. Ça me paraît très sage. On va poursuivre le LIAB, savoir comment Jacques... Une question de monsieur. Encore une fois, Patrick. Oui, je crois que ce qui va être un élément de déstabilisation pour nous tous, c'est le fait que vous avez ce débat entre la physiologie et la plaque vulnérable, qui est un débat difficile. Et je suis étonné de voir que l'imagerie non invasive progresse plus vite que le débat physiologie intravasculaire. C'est étonnant que les dernières recommandations de l'imagerie non invasive que vous pouvez faire dans le non-STEMI multivessel, on a le temps de faire un multi-slide CT scan. Finalement, il y a 5 paramètres qui jouent. Le delta FFRCT, le total volume de athérome, attenuation, et finalement le flow qui devient possible avec le multi-slide CT scan. Je pense que dans les années qui vont venir, nous allons être déstabilisés par l'imagerie qui a déjà fait la jonction entre le vulnérable et le physiologique, ce que nous n'avons pas fait avec l'intravasculaire. Donc ça, c'est très important. Et alors, le photocounting, c'est une révélation. C'est vraiment exceptionnel. Je reviens de 3 jours de vulnerable plaque à Séville. Les images qu'on a vues, c'est extraordinaire. Ça revient proche à l'intravasculaire IVUS. Donc, ça va être une évolution rapide dans cette direction-là. Le mélange de la physiologie et de la plaque vulnérable. On ne peut pas séparer, on ne peut pas dichotomiser ce problème. Merci de cet apport. Et on va enchaîner sur la dernière partie du LIAB, s'il vous plaît. On va laisser le topo de 18h. Donc on fait le choix de prendre un stent HT suprême 2.5 par 35 mm. Et puis comme a dit Mohamed, on mettra un 3.5 au-dessus. Ok, donc le stent descend parfaitement bien. On va faire un petit test pour se positionner. On peut tirer un tout petit peu. On est pas mal là. Je pense un petit test. On est bien. Ça te va? Et donc je vais inflater à 14 atmosphères. On sera à 2.7. Donc le résultat géographique nous paraît très satisfaisant. Peut-être un petit peu sous-déployé dans la partie proximale et on prendra un ballon non compliant 3.0 pour parfaire le résultat. Là, on va mettre en place le 3.5 par 30 mm sur l'IVA proximal et moyenne, couvrant la diagonale. Parce qu'on est juste un petit overlap à peu près d'un bon millimètre. Et là-haut, je pense qu'on est parfaitement positionné. Oui, on est bien. Et on a décidé de faire un pot sur l'IVA proximal en amont de la naissance de la diagonale avec un 4.5 par 6 mm. Voilà, on se positionne bien sur la carène. Hop.
suis à 12, 14, avec le 4,5 par 6. Voilà, vous voyez sur le clear stent, on va tirer un tout petit peu pour bien apposer la première maille du stent. Et on est parti dans l'idée avec Mohamed de faire un kissing. Voilà, là on fait notre kissing avec nos deux ballons, 2.5 et 3.5, 14 atmosphères. Donc on va terminer la procédure en faisant un pot final avec notre 4.5 par 6 mm. Donc on vient de réaliser l'IVUS de fin de procédure. On peut constater que le stent est parfaitement apposé en distalité. On a fait des mesures de référence et on voit que l'expansion dépasse les 100% parce que le stent a été ensuite surexpandu. Donc voici notre premier stent qui couvre parfaitement les lésions sans malapposition, sans dissection de berge, avec une expansion qui est à 100%. Pas d'excentricité, hein, on voit bien qu'il n'y a pas de déformation elliptique de ce stent de l'interventriculaire antérieure moyenne. On va s'approcher maintenant de la jonction des deux stents que l'on voit ici, avec un stent de 3.5 cette fois-ci, qui de la même manière ne présente pas de défaut d'apposition, une expansion qui est parfaite, pas d'excentricité. Et on va arriver à la bifurcation de l'IVA et de la diagonale que l'on vient de franchir. Donc on est très content, très satisfait du résultat géographique. Aucune dissection ni en aval ni en distal et une expansion parfaite. Très bien Mohamed, écoute, il nous reste à faire une FFR de contrôle. Vous vous souvenez, on avait 0,71 basal, on est à 0,92 basal. Et donc on va terminer par une vraie FFR. Voilà, tous ces éléments concordent pleinement sur un excellent résultat, à la fois angiographique, on vous montrera une angiophile toute finale, surtout avec les critères IVUS que Mohamed vous a décrits. Et donc on fait la FFR et on a 0,88 de FFR dans cette IVA distale, qui est le résultat final. Écoutez, pour nous, le résultat final, il est superbe. Et donc, on termine ce cas de lésion pluritronculaire d'un patient qui avait fait un endstémie il y a un peu plus de 10 jours, avec effectivement des lésions sur l'IVA moyenne qui étaient serrées calcifiées, que l'on a préparées au shockwave, et puis une lésion de l'IVA proximale en regard de la diagonale que l'on a traitée classiquement, donc avec deux stents actifs HT suprême, une réouverture de maille avec un kissing, un pot premier puis un pot final. Jacques, tu peux nous donner l'évolution rapide je peux juste avoir ma dernière slide, s'il vous plaît. Voilà, donc les suites ont été simples. Le patient est sorti 48 heures après. Et en traitement anti-agrégant, vous vous souvenez, il était sous ticagrelor aspirine. J'ai décidé de le laisser 1 mois sous cette association et après de faire une désescalation avec remplacer le ticagrelor par du Plavix. Alors, je suis parti sur 1 an et je modulerai, je pense, cela compte tenu du terrain quand même un peu fragile du patient quand je vais le revoir là au début du mois d'octobre. Néanmoins, Thomas, au risque ischémique, au risque hémorragique, qu'est-ce qu'on fait pour cette désescalade? Merci beaucoup, Jacques. Alors, il faut faire attention comme en montagne. La désescalade, c'est là où on se casse la figure. Oui, exactement. Non, pour un topo à 18h sur les antiplaquettaires, je vous promets, on va faire simple. Il y aura très très peu de câbles en meilleur, peut-être aucune. Non, l'idée, c'est d'être vraiment très pratique. Alors, je suis parti d'un autre cas clinique, mais globalement, c'est la même chose. C'est juste un homme un peu plus jeune qui fait un non-stémie. Et essayer de discuter, finalement, c'était les antiplaquettaires. Il y a 3 moments importants. Le moment avant, je vais le passer très rapidement. Le moment pendant, et on va surtout parler du moment après.
Alors le premier moment, c'est ce qu'on fait avant d'amener le patient en salle de cathétérisme. Mon ami Johan a fait ça très bien. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Effectivement, il y avait plusieurs options sur la table pour en fait la stratégie upstream, c'est-à-dire avant d'aller en salle de choro. Et comme l'a dit Johan, globalement aujourd'hui, on ne donne pas de bloqueur du P2Y12, on donne que de l'aspirine, uniquement évidemment si on a une stratégie invasive précoce. Donc si pour une raison logistique, organisationnelle, effectivement la choro va être dans 3-4 jours, là on peut se poser la question de donner un deuxième antiplaquettaire, sinon on donnera uniquement de l'aspirine. Alors c'est quoi finalement la philosophie derrière ça? Donc Johan a bien montré l'évidence. C'est comme on l'a dit, dans le non-STEMI en général on n'est pas sûr du diagnostic, on n'est pas sûr qu'il y ait du thrombus, on n'est pas sûr qu'on va dilater parce que même dans un COST, trop au plus, donc vraiment des malades bien sélectionnés, à la fin on finit avec une grosse moitié d'angioplastie. Ça veut dire qu'on va pré-traiter beaucoup de patients avec des myocardites, des Takotsubo et autres. Donc forcément, si c'est bénéfique chez la moitié des patients, ça n'a sans doute pas de sens. Et à l'inverse, même si ça a été rediscuté dans les guidelines, et on pourra en discuter longtemps, personnellement je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de le rediscuter, parce que dans le STEMI c'est différent, on est sûr de ce qui se passe, on est sûr qu'il y a du caillot, parce que c'est marqué sur l'électro que l'artère est bouchée, et on est quasiment sûr qu'on va faire une angioplastie primaire. Donc finalement, les 3 arguments qui nous font ne rien faire avant dans le non-STEMI nous poussent sans doute à le faire systématiquement dans le STEMI. Alors juste, voilà, un patient, donc il va au bloc, il a eu que de l'aspirine, et ici c'est un peu plus simple parce qu'il était monotronculaire. Donc là, de la même manière, on a un patient sur la table, même chose pour le patient de Jacques, il a eu juste de l'aspirine avant, donc qu'est-ce qu'on va donner ? Alors effectivement, chez un patient plus jeune, mais même chez un patient de l'âge du patient de Jacques, on va dans le non-STEMI essayer de donner des bloqueurs du P2Y12 assez puissants, parce que d'une part, ça va marcher mieux, mais surtout, ça va marcher plus vite. C'est-à-dire que 45 minutes à 1 heure après lui avoir donné les médicaments, ça va être efficace. Et on sait qu'en post-angioplastie, dans un contexte de non-STEMI, on a envie d'être efficace rapidement. Des messages aussi très simples pour en fait ce qu'on fait au moment de l'angioplastie dans le non-STEMI. Donc première chose, on a dit, il n'y a eu que de l'aspirine avant, on va donner une dose de charge de P2Y12 dès que l'angioplastie est envisagée. Deuxième chose, on va privilégier les bloqueurs du P2Y12 puissants, c'est-à-dire prasugrel, ticagrelor, et on réservera Et à choisir entre les deux, point important, donc Johan a parlé d'ISA React 5 qui a comparé les deux, c'est d'ailleurs ce qui a été validé dans les guidelines, mais je dirais qu'au-delà de l'évidence, il y a d'autres arguments pour préférer le prasugrel, à mon avis. C'est une monoprise, c'est génériqué, ça peut être important. Il parle pas mal de budget en ce moment, donc je pense que ça peut être important. Et ensuite, la tolérance, c'est-à-dire qu'en dehors du risque hémorragique lié à l'antiplaquettaire, il n'y a pas d'effet indésirable exotique. Le clopidogrel, dans le non-STEMI, à mon sens, dans la phase précoce, doit vraiment être réservé aux patients à haut risque hémorragique. Les antiplaquettaires IV en complément de la bithérapie orale, ça va se donner dans des cas très spécifiques, globalement, grosse charge thrombotique, complications pendant l'angioplastie. Et finalement, on a dit avant pas grand-chose, être bien efficace au moment de l'angioplastie. Et là, on vient de parler avec le patient de Jacques de la sortie. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu comme recette pour le traitement de sortie non-STEMI? On peut parler de l'angioplastie, mais ce n'est pas le principe. Donc, finalement, il y a là aussi plein d'options. Plein d'options en termes de combinaison, plein d'options en termes de durée. Donc je dirais, pour essayer de retenir des choses simples, on a déjà le non-STEMI comme le patient qu'on vient de voir, c'est-à-dire le patient jeune, à très haut risque ischémique, à bas risque hémorragique. Lui, on va lui donner des médicaments puissants et on va en général les donner pendant longtemps. On va assez souvent aller au-delà d'1 an avec la bithérapie antiplaquettaire. À l'autre extrémité du spectre, beaucoup plus caricaturale, on va avoir des patients vraiment à très haut risque hémorragique. Alors la caricature, c'est évidemment le patient sous anticoagulant, mais ça peut être le patient âgé, ça peut être le patient avec des comorbidités. Là, on va réduire la voilure, c'est-à-dire qu'on va faire moins fort et moins longtemps. On va lui donner du clopidogrel et on va faire en général des bithérapies courtes. Et chez ces patients, ce qu'on appelle les HBR, les hauts risques hémorragiques, là, effectivement, le choix du bon stent qui aura montré, notamment dans la littérature, un bénéfice dans cette population, sera extrêmement important. Et finalement, il y a aussi une voie du milieu. Finalement, c'est le patient de Jacques. C'est le patient qui est d'un côté à haut risque ischémique, parce qu'il est non-STEMI, il a un mauvais VG, il est pluritronculaire. Mais d'un autre côté, il est âgé, il a des problèmes digestifs, donc il est aussi à haut risque hémorragique. Donc chez ces patients, on va dire un peu intermédiaires, on pourra effectivement proposer
c'est d'ailleurs ce qu'a proposé Jacques, je ne savais pas d'ailleurs, mais des stratégies de désescalation. C'est-à-dire immédiatement après l'accident aigu, on va être optimal, on va donner aspirine et prasugrel ou ticagrelor. Et en général, entre une semaine et 1 mois après, on va réduire la voilure pour trouver un compromis entre risque ischémique et risque hémorragique. Donc l'idée, c'est aspirine prasugrel 1 mois et ensuite aspirine clopidogrel. Il y a tout un tas d'études qui ont été faites. Et il y a aussi comme stratégie de désescalation la possibilité d'arrêter l'aspirine, comme ça a été proposé dans les études Twilight, TICO, et cette fois de garder le ticagrelor seul. Donc finalement, la question qu'on doit se poser, on dit depuis le départ que c'est un groupe extrêmement hétérogène. Alors c'est vrai pour la stratégie de revascularisation, le timing, ce qu'on fait des lésions non coupables, c'est pareil pour les antiplaquettaires. Donc on doit essayer de situer notre patient entre risque ischémique et risque hémorragique. Et finalement, on va regarder, on l'a dit, le risque hémorragique, le risque ischémique, un petit peu ce qu'on fait avec nos mains et avec nos stents, mais je ne pense pas que ce soit le critère principal de choix d'une stratégie antiplaquettaire aujourd'hui. Et finalement, ce patient-là, s'il est plutôt jeune, 47 ans, lui sera clairement dans le versant au risque ischémique, donc on fera une bithérapie forte et on fera une bithérapie prolongée. Un message important, c'est ce qu'on met sur nos comptes rendus, donc il sortira sans doute avec aspirine prasugrel pendant au moins 1 an. Un message important, c'est que nos stratégies antiplaquettaires, elles sont dynamiques. C'est-à-dire que ce n'est pas gravé dans le marbre. S'il sort le 12 mars, il n'est pas obligé jusqu'au 12 mars de l'année prochaine prendre exactement ce qu'on a prévu. Parce qu'on va le suivre, il va y avoir forcément des problèmes de tolérance, il va forcément y avoir des nouveaux événements, et on va en général passer d'une stratégie antiplaquettaire a priori, à la sortie, à une stratégie antiplaquettaire finale, et qu'on sait qu'au moins 1 fois sur 3, la stratégie finale ne sera pas la stratégie a priori. Donc pour retenir des choses très simples, et pour la stratégie antiplaquettaire des non-stémies, avant c'est aspirine, pendant c'est bloqueurs du P2Y12 forts, sauf vraiment chez le patient à haut risque hémorragique, et les antiplaquettaires IV, c'est vraiment dans des cas très sélectionnés. Et pour la suite, c'est-à-dire après la sortie, il y a tout un tas de recettes en termes de combinaison et de durée. Et je pense qu'il faut faire l'effort d'individualiser pour chaque patient. Et on peut faire très fort, très faible, ou ces stratégies intermédiaires qui répondent assez bien au compromis ischémie-hémorragie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas. Panel, une ou deux remarques éventuellement avant de conclure cette session. Monsieur Servius ? Non. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va remercier tout le monde pour cette superbe session qui a mis en exergue le fait que ces syndromes coronariens aigus ST- constituent une pathologie extrêmement hétérogène et complexe, naviguant entre le risque hémorragique et le risque ischémique. Je crois qu'on a vu que pour trouver la voie du milieu, j'ai beaucoup aimé ta voie du milieu, hein. Siddhartha assis au pied d'un arbre et père du bouddhisme, eh bien, pour trouver cette voie du milieu, il faut maîtriser plusieurs techniques, l'hémodynamique, l'imagerie. Et merci beaucoup, Jacques, pour la construction de cette session. Merci à tous nos orateurs.